qui ne pousse pas les convictions du chef de l'État par rapport à la gestion transparente des affaires publiques. Le ministre Dassigli, le monsieur, les gens disaient tout à son encontre, qu'il était spécialiste des questions de bradage au moment des recasements. Le gestionnaire du nouveau système, il a répété 1001 fois pour dire que pour gérer le pays au mieux, il faut que chacun soit responsable des actes qu'il pose et que ce qui appartient à l'État doit rester à l'État. Maintenant, parlant du préfet, il m'a complètement déçu parce que son entrée de travail, je me suis dit alors que c'est quelqu'un qui est véritablement acquis à la cause du nouveau départ. Puisque le distributeur du rôle qui vous a donné ce rôle, je veux parler du chef de l'État, a bel et bien dit pendant qu'il était candidat, il a dit que la lutte contre la corruption est pour lui un cheval de bataille très important. Chacun devrait faire attention. Bon, ils ont fait la combine entre eux, et puis blanc, ils sont allés mettre la main dans ce qui n'est pas à eux. Ils ont appelé encore d'autres personnes à qui ils en ont cédé. Maintenant, il faut qu'on sache où est-ce qu'ils ont mis les sous. Peut-être que le procureur spécial de la Criette leur posera la question. Et moi, j'aurais souhaité que ce procès-là soit aussi diffusé en direct sur les antennes pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe. Et je suis sûr qu'après qu'on aura réglé le cas Toboula au niveau de la Criette, mais on finira par régler le cas de Dassigli au niveau de la haute cour de justice. Parce qu'il y a d'ailleurs d'autres clients qui attendent aussi. Les opposants disaient que la lutte contre la corruption est dirigée uniquement contre les opposants et que le chef de l'État ne frappe pas dans son propre camp. Maintenant qu'il y a eu l'occasion en or, mais il a frappé sans état d'âme, surtout à la veille des élections législatives, où cela a un poids politique. Mais c'est très bien fait. Ça signifie que le chef de l'État, il n'est pas en train de courir derrière le populisme. À lui, il veut laisser un nom. Il veut laisser un nom. La justice ira jusqu'au bout. Vous croyez quoi? Vous pensez que la justice n'ira pas jusqu'au bout? Mais on l'a gardé dans les liens. Ce qui veut dire que la justice veut aller jusqu'au bout. Parmi ceux qui ont acheté le domaine, il y a un dont j'ai fait la dénonciation des années passées. Et ils m'ont envoyé devant les tribunaux. Toujours pour l'achat d'une place publique qui était réservée pour connaître un jardin pour les Béninois à la haie vive. Et aujourd'hui, la personne a érigé un grand bâtisse qu'il a loué à prix d'or sur la parcelle. Avec le régime actuel là, mais il n'y a pas de privilégiés qui cassent les verres, les payent. Et parlons maintenant de l'électrification rurale avec cette belle opportunité pour les populations de Dangbo, plus précisément celle de l'arrondissement de Zongué, qui vont bientôt être connectées donc à l'énergie électrique par le biais de l'ABERM. Eh bien, 2 membres du gouvernement étaient sur place cette semaine pour aller porter cette bonne nouvelle aux populations. Reportage Gilles Dansou, Calvador Arwanon. La disponibilité de l'énergie électrique constitue un facteur important de développement. Le gouvernement de la rupture s'attelle à sortir nos différentes localités rurales de l'obscurité. Zongué, dans la commune de Dangbo, les populations sont sorties pour accueillir cette bonne nouvelle. Là où on parle de l'électrification, je suis obligé d'être avec lui parce qu'il y a la rizerie, l'usine, notre ancienne usine de la Sonia qui est là, qui est à côté, qui a besoin d'être réhabilitée. Et pour que cette usine soit réhabilitée, il lui faut du courant. Il lui faut du courant électrique. Alors en ce moment, quand on veut parler de l'électrification de l'arrondissement de Zongué, je suis bien obligé, en tant que ministre de l'Industrie, en ma qualité de ministre de l'Industrie et du Commerce, d'être là aux côtés de mon collègue de l'énergie pour voir un peu comment les choses vont se passer et pour lui dire en même temps les besoins de cette usine qui, par la grâce de Dieu, reprendra vie. L'ABERM, l'Agence d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, allonge ainsi la liste des localités à électrifier. Quelques statistiques. Les travaux donc d'électrification à réaliser ici seront constitués de 1000 mètres de réseau HTA pur, c'est-à-dire la haute tension,
500 mètres de réseau mixte, haute tension, basse tension, et 3000 mètres de réseau basse tension qui vont pouvoir servir à distribuer l'énergie électrique dans vos ménages à travers le village de Zoungué. Le poste de transformation qui va être installé sera d'une puissance de 160 kVA. Le coût global des travaux est évalué à 120 millions de francs CFA. La fourniture d'énergie électrique occupe une place importante dans le PAG, programme d'action du gouvernement. Une quinzaine de lampadaires solaires vont être installés partout pour chasser l'obscurité. Et chasser l'obscurité, c'est faire en sorte que les sécurités baissent ou diminuent ou disparaissent. C'est faire en sorte que chaque artisan, moi je suis soudeur, moi je suis menuisier, je suis coiffeur, je suis tailleur et j'ai besoin un peu d'énergie. Grâce à cette énergie-là, les activités génératrices de revenus vont s'amplifier et créer de la richesse. Et cette richesse va permettre l'amélioration des conditions de vie de chacun d'entre vous. L'électrification du Zoungué est attendue depuis fort longtemps. La rencontre de ce soir peut être désignée comme le rêve devenu réalité. C'est un rêve. Depuis près de 2 décennies, on nous parlait de l'électrification de Zoungué. Mais c'est aujourd'hui que c'est devenu une réalité. L'obscurité partira bientôt de Zoungué pour céder place à la lumière. Et du retour de Zoungué, Jean-Claude Oussou et son collègue de l'industrie ont marqué une pause à la direction régionale de la SBE pour s'enquérir des conditions de travail des agents sur place. Et au terme donc de cette visite inopinée, le ministre de l'Énergie a bien voulu se prêter aux questions des médias sur place. On l'écoute au micro de Gilles Danso. Nous sommes très exigeants vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis du personnel, par rapport aux objectifs qui nous sont fixés dans ce secteur éminemment stratégique, puisque vous savez que c'est une priorité du PAG. Donc, pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs, il faut aussi qu'ils aient des conditions adéquates de travail. J'ai bien noté que le problème de connectivité est le problème numéro 1. Si j'ai bien suivi ce que mes interlocuteurs m'ont dit. Et évidemment, il y a des locaux aussi qui sont un peu vétustes, pour ne pas dire trop. Ce que je peux vous noter, et c'est réel, c'est que la direction générale de la SBE a déjà pris des dispositions. Il y a un processus qui est en cours. Il y a le projet des FISOL, qui est un projet très important, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui non seulement intègre la construction d'une centrale solaire de 25 MW à Ilou-Lofin, à côté d'Onibolo, mais également l'amélioration du système d'information de la SBE. Et évidemment, l'informatisation, la connexion s'intègre totalement dans ce projet qui va moderniser complètement le système d'information de la SBE pour une meilleure satisfaction de la clientèle. Et qui dit meilleure satisfaction de la clientèle passe par le fait que les agents, le personnel de la SBE travaillera dans de meilleures conditions pour mieux satisfaire cette clientèle. On remonte au centre du pays, pour précisément le Zou, avec cette activité de fonds de la microfinance au contact des femmes bénéficiaires du microcrédit mobile. Eh bien, ces femmes ont bénéficié d'une séance de sensibilisation autour de ce nouveau produit du Fonds national de la microfinance. Sur place, voici le reportage de Amandine Niabosso. Elles ont pris d'assaut le centre des jeunes et des loisirs d'Abomey. Ces femmes bénéficiaires du microcrédit mobile sont venues s'enquérir des avantages de ce programme. Depuis sa mise en œuvre, des résultats satisfaisants ont été obtenus dans le Zou. Nous avons utilisé 65 agents marchands au niveau de toutes les communes du Zou. Nous avons injecté au niveau du Zou un montant donc de 9 600 000 francs CFA. Et nous avons impacté 192 bénéficiaires pour cette phase pilote. Au niveau d'Abomey, à la 4e échéance sur 6, je vous assure que le taux de remboursement par rapport au microcrédit mobile est de 100%. Il s'est agi pour la délégation d'expliquer le mécanisme de fonctionnement du microcrédit mobile. En dehors du Fonds national de microfinance et des systèmes financiers décentralisés
D'autres acteurs interviennent encore dans la mise en place de ce crédit. Il s'agit surtout du super agent et les agents marchands. Les agents marchands sont des jeunes déployés sur toute l'étendue du territoire. Ils abordent un gilet marqué du logo du microcrédit mobile au dos et portent par devers eux des terminaux, des appareils que nous appelons terminaux de paiement électronique. Ils seront les seuls interlocuteurs immédiats des bénéficiaires. Les bénéficiaires, pour se faire enrôler, doivent se présenter avec leur récépissé RAVIP et être en groupe de 3 ou de 5. Donc, à travers cette activité de microcrédit, qui redémarre d'une autre façon et qui va permettre de pérenniser cette activité, je suis persuadé de ce que nous allons créer encore beaucoup plus d'emplois dans notre pays. À Abomey comme à Covey, les femmes bénéficiaires ont témoigné de la fluidité du processus. Elles ont plaidé pour une augmentation de la cagnotte. Accompli le pèlerinage à la Mecque avec l'aide du financement de Coris Bank et Coris Épargne Hajj, alors vous permet de constituer votre épargne et de recourir à un financement complémentaire de cette banque. Le nouveau produit a été officiellement lancé à Cotonou. Koudou Sablaye. Plusieurs imams djamiou sont attirés par Coris Épargne Hajj. La communauté islamique applaudit ce nouveau produit conçu conformément aux principes de la finance islamique. L'attachement du musulman à l'exécution de ce pilier exige beaucoup de sacrifices, notamment financiers, pour lesquels vous avez pensé faciliter la mise en œuvre. Coris Bank a bien fait de lancer ce produit-là. La représentante personnelle du chef de l'État pour le Hajj salue l'avènement de Coris Épargne Hajj. Au vu des difficultés de certains pèlerins pour organiser leur voyage, la Coris Bank Bénin, sur notre demande, a eu l'idée de mettre en place un produit dénommé Coris Épargne Hajj. Ce sera un grand soulagement pour les pèlerins. J'en profite pour remercier le chef de l'État pour tous les efforts incessants qu'il met en œuvre pour l'organisation du Hajj au Bénin. Le comité de conformité interne de Coris Bank appelle la communauté islamique à tirer profit de ce nouveau produit. Nous avons compris que c'est un dossier qui vraiment vaut la peine d'être appuyé. Ce produit est bienvenu au même moment pendant que le chef de l'État est en train de s'impliquer personnellement dans l'amélioration de l'organisation du pèlerinage. 10 000 francs CFA vous suffit pour constituer votre capital. Avec une épargne de 25% du coût du Hajj, Coris Bank vous accorde le financement complémentaire pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Coris Épargne Hajj vient apporter une solution à toutes celles et tous ceux qui souhaitent préparer sereinement leur pèlerinage à la Mecque, avec la possibilité de constituer, rien qu'à partir de 10 000 francs CFA, Coris Épargne Hajj permet à tous de faire le Hajj autrement. C'est possible. Avec Coris Épargne Hajj, les portes de la Mecque s'ouvrent davantage à la communauté islamique du Bénin. Et intéressons-nous maintenant à la journée mondiale du tourisme avec cette visite au Bénin des touristes suisses qui ont fait le tour de notre pays et qui ont pu s'imprégner des merveilles de notre pays. Et c'est un reportage signé Patrick Diosso. 21 février, journée internationale du guide. Une nuance. Le guide touristique, c'est l'ouvrage dans lequel sont répertoriés les sites et monuments touristiques. Le guide du tourisme, lui, c'est le professionnel qui connaît le répertoire des paysages qu'il fait visiter, leur géographie et leur histoire. Venu d'une haute ère géographique qui a connu une certaine ère historique, ces Suissesses et ces Suisses découvrent le Bénin pour une première fois.
Et quelques difficultés donc sur le plan donc de la diffusion de cet élément que nous aurons le plaisir de retrouver dans nos prochaines éditions. Et cette fois-ci, on va enchaîner avec la santé et le retour sur cette actualité du Laksa avec cette sensibilisation à Tchaourou précisément en faveur des populations. Les responsables de la santé et les autorités administratives sont allés sur le terrain pour faire donc de la pédagogie, pour prévenir cette maladie. Reportage. Tchaourou, porte d'entrée de la fièvre hémorragique à virus Lassa lors des dernières épidémies enregistrées au Bénin. Le préfet du Borgou, avec les responsables du système sanitaire au plan départemental, renforce davantage la sensibilisation afin d'attaquer le mal à la racine. Nous avons constaté qu'il persiste, et surtout dans cette zone, la consommation de la viande de rat. Donc, ce que nous demandons, d'éviter de manipuler le rat, de le tuer et de le manipuler. Éviter de manger. La soixantaine de chefs des villages longeant la frontière est du côté du Nigeria, tous accompagnés des représentants de la tribu des chasseurs, des leaders religieux, de même que les associations de jeunes et de femmes, reconnaissent la pertinence des différents appels. L'enjeu de la rencontre est mieux cerné par les populations. Notre appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Vous avez pu voir l'engagement que chacun d'eux a pris et nous avons espoir. Pour mieux impacter les cibles, les autorités politico-administratives ont procédé à l'installation et au renforcement des cellules villageoises de sensibilisation contre le Lassa. Et sur le front de l'éducation, le Bénin et ses partenaires réfléchissent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les deux parties souhaitent établir un pont entre la formation et le marché de l'emploi au cœur de leurs échanges, l'appréciation des résultats du diagnostic réalisé ainsi que la loi qui doit encadrer l'enseignement dans notre pays. Jean-Claude James. Autour de la même table, un parterre d'experts venus de divers horizons. Leur mission, contribuer à l'élaboration de stratégies pour permettre au système éducatif de suivre le rythme des ambitions du gouvernement. Cet atelier nous permettra d'apporter une opinion sur le draft de diagnostic réalisé, sur le système enseignement, formation technique et professionnelle, d'unir nos intentions autour d'une loi cadre devant encadrer désormais ce pan du système éducatif. Il s'agit fondamentalement de trouver les solutions concrètes pour améliorer le système, enseignement et formation technique et professionnelle, son efficacité en matière de gouvernance, la fiabilité du mode de son financement, la qualité des formations dispensées, les solutions pour mettre les équipements en phase avec l'évolution des nouvelles technologies, son accès plus aisé d'une part et pour accroître le niveau de participation plus élevé des acteurs du privé, des chambres et branches professionnelles et des partenaires sociaux d'autre part. 48 heures de réflexion, mais surtout de partage d'expériences. Le Bénin peut compter sur ses partenaires. En invitant les partenaires techniques et financiers à accompagner le Bénin, le gouvernement du Bénin les invite non seulement à regarder le cas spécifique et les besoins du Bénin, mais les invite également à partager leur expérience avec des pays à revenus et environnements similaires, à anticiper sur les éventuels freins. Les partenaires techniques et financiers voudraient renouveler leur engagement à vous accompagner dans le processus de développement
de la stratégie de l'enseignement et formation technique et professionnelle et de la loi cadre pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Avec ce chantier d'amélioration de la qualité de l'enseignement, le Bénin se donne les moyens pour atteindre l'objectif de développement numéro 4 qui se résume à une éducation équitable, inclusive, de qualité et des possibilités d'apprentissage pour tous. Les changements climatiques à travers la restitution des résultats du projet d'appui scientifique au processus de plans nationaux d'adaptation. C'est une initiative de la République fédérale d'Allemagne en partenariat avec Climate Analytics et le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement. Ceci entre dans le cadre du renforcement des capacités des pays moins avancés dans l'adaptation au changement climatique. Christelle Tongoro, Igor Ayosa. Quels sont les impacts néfastes des changements climatiques sur la santé, l'agriculture et les ressources en eau? Des groupes d'experts et de chercheurs ont mis 11 mois pour apporter des éléments de réponse à cette question. Aujourd'hui, ils présentent les résultats de leurs études. C'est à travers la composante 2 du projet d'appui scientifique au processus de plans nationaux d'adaptation, le PAS-PNA. Les résultats de cette étude montre qu'actuellement, il y a une augmentation de la température de 1951 à 2017, une augmentation de la température supérieure à 25 degrés dans la zone sanitaire Adjoum, Bonou, Dangbo, parce que c'est de cette zone sanitaire qu'il s'agit. Et nous avons également constaté que les variations pluviométriques ont également augmenté et ont varié entre 1151 et 1256 mm de hauteur de pluie. Cet atelier réunit encore une fois les membres des groupes thématiques et du comité de suivi et l'ensemble des parties prenantes du projet. Il a pour objectif de restituer et partager les résultats des études de vulnérabilité concernant la vulnérabilité actuelle et future de chaque secteur, de présenter les options d'adaptation préconisées pour chaque secteur dans le cadre de l'analyse des vulnérabilités, présenter les dernières étapes de la composante 2 et du projet PAS-PNA dans son ensemble au Bénin. Le PAS-PNA est la main tendue de la République fédérale de l'Allemagne au gouvernement du Bénin pour s'adapter au changement climatique. Le PAS-PNA fait partie intégrante de multiples initiatives de la coopération bénino-allemande pour appuyer l'adaptation au changement climatique. Ces programmes verts de la coopération trouvent une belle résonance aussi dans le programme d'action du gouvernement, le PAG. Le Bénin a engagé plusieurs actions qui se traduisent par l'élaboration de documents de référence et la mise en œuvre d'actions d'atténuation, d'adaptation, de renforcement des capacités et de facilitation de l'accès au financement. Les résultats qui seront restitués tout au long de la journée nous permettront de combler ce gap et d'établir des éléments d'évidence qui montrent la contribution au changement climatique et à la vulnérabilité de nos populations. En plus de la présentation des résultats finaux sur la vulnérabilité de chacun des secteurs précités, il a été procédé à la présentation des dernières étapes de la composante 2 du projet PAS-PNA au Bénin par les parties prenantes. À l'étranger, au Nigeria précisément, demain, les électeurs iront aux urnes pour élire le président de la République. Un scrutin déjà reporté, mais qui va finalement se tenir demain, quasiment la veille de cette consultation. La CEDEAO va déployer ses observateurs sur le terrain. Disons, c'est comme au niveau de la CEDEAO, une sorte de veille d'âme pour assurer un scrutin transparent et sécurisé. On va retrouver nos envoyés spéciaux à Abuja, Jérôme Moubo, Alexis Kenom. Face au report du scrutin présidentiel suivi des législatives et des sénatoriales au Nigeria, la commission d'observation de la CEDEAO est à pied d'œuvre. Elle a tenu ce jeudi 21 février une séance de reprécision et d'information de la mission aux observateurs à long terme et aux nouveaux observateurs. Pendant ce temps, les différents états-majors des partis politiques en lice peaufinent leur stratégie pour le scrutin de ce samedi. When young people don't have jobs, they have a recourse to all manner of crime. Une jeunesse sans emploi est en proie à la criminalité. Atiku a prévu des emplois aux jeunes pour révéler leurs talents. Et au-delà,
les populations seront libres dans leur milieu. Il y aura la sécurité. Celui qui peut rétablir ce système, c'est bien Atiku Abubakar. Who is wired for the time as Atiku Abubakar? What we're asking the Nigerian people is that we have... Ce que nous demandons aux Nigériens, c'est qu'au regard de la croissance économique, de l'émancipation, de la démocratie, il serait raisonnable de donner un autre mandat à Buhari pour la continuité en vue de faire du Nigeria une nation pour le peuple et non une vache à lait pour un individu et sa famille. I wish that there will be free, fair, je souhaite qu'il y ait des élections libres et transparentes pour éviter un bain de sang ou toute situation pouvant conduire à une transition. Ainsi, tout le monde sera content. Le calendrier annoncé la semaine dernière par le président de la Commission électorale nationale indépendante INEC à tous les Nigériens, ce calendrier se déroule normalement, à en croire les responsables de cette commission. Et à cette allure, les indices présagent de la tenue ici, sauf cas de force majeure, du scrutin pour le samedi 23 février prochain. Eh bien, le scrutin est confirmé pour demain, donc samedi 23 février. On aura donc le retour de nos envoyés spéciaux qui feront le point dans nos éditions de demain. Ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. Prenez notre rendez-vous à 23h30 avec Awa Chérif. Moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée chez vous.